Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations en tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. Face à la souffrance des peuples africains, y a-t-il un intérêt à faire la promotion de la paix? C'est le thème que nous allons évoquer ce soir. La culture de la paix est un ensemble de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. Il est donc essentiel d'établir un environnement pacifique et sûr pour permettre à l'Afrique de réduire la pauvreté, d'assurer la stabilité politique, de promouvoir la démocratie et de réaliser son plein potentiel économique. Mais dans un contexte de crise presque générale sur l'ensemble du continent noir, en raison des attentes des populations sur des questions de justice, de redistribution équitable des richesses, d'emploi, d'éducation, pour ne citer que celle-là, peut-on réellement parler de paix pour ces peuples africains? L'absence de guerre dans une nation est-elle synonyme de paix? Au moment où les écarts entre les riches et les pauvres se creusent sans cesse, la préservation de la paix serait-elle une simple formule employée par les plus forts pour tromper les plus faibles? C'est autant de questions qui méritent d'être posées justement pour en débattre. Nous avons convié deux jeunes Africains qui s'intéressent à cette question. À ma gauche, M. Stéphane Zengema, je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix. C'est bien cela? C'est bien cela. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et à ma droite, M. Juste Kelvin Mounanga Zengue, qui est lui un doctorant en sociologie du travail. C'est cela. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons de la culture de la paix, qui est un concept souvent mal compris par les populations. Nous évoquerons la préservation de la paix, qui devient un simple slogan politique selon certains observateurs. Et pour finir, nous discuterons du fossé entre les inégalités sociales et la promotion de la paix. D'entrée de jeu, monsieur, peut-être nous expliquer, quand on parle de paix, qu'est-ce que cela veut dire? Et là, encore une fois de plus, merci de l'invitation et merci de l'intérêt que vous portez aux réseaux panafricains des jeunes pour la culture de la paix. Donc, lorsqu'on parle de paix, il faut retenir simplement que la paix est un processus, d'accord? C'est un processus permettant l'acquisition d'un certain nombre de valeurs pour pouvoir développer des compétences, des comportements, des connaissances pour vivre en harmonie avec soi-même et vivre en harmonie avec son environnement. Mais j'aimerais aussi dire que lorsqu'on parle de paix, on ne pourrait pas, mais on dit également qu'il y a deux catégories de paix. Il y a ce que nous appelons la paix passive, qui est simplement l'absence de guerre et de conflit. Et nous avons ce que nous appelons la paix active. Donc la paix active qui se réfère à un certain nombre d'actions élaborées, sinon mises en place pour le bien commun, donc pour le bien-être de l'ensemble des populations. D'accord. Et par ailleurs, nous avons ce que nous définissons également la culture de la paix. Parce que tout à l'heure on a défini la paix, maintenant il y a ce que nous définissons ici, nous appelons la culture de la paix. Alors qu'est-ce que c'est que la culture de la paix? La culture de la paix est un ensemble, là aussi également, de valeurs, d'attitudes et de comportements mis en œuvre pour pouvoir favoriser une meilleure coopération, une meilleure intégration entre les peuples et les nations. Alors, vous avez le droit de donner votre point de vue. Bah oui, du point de vue de la sociologie, lorsqu'on parle de paix, on voit l'entente amicale, d'accord, entre des personnes appartenant à une même société, d'accord. Elle ne suppose pas l'absence de conflit, par contre, du point de vue de la sociologie, mais la résolution calme et modérée, mesurée, des conflits inhérents à la vie commune à la société. Dans l'imaginaire social, lorsqu'on parle de paix, on voit souvent l'absence de guerre. L'absence de guerre de conflit entre les individus, entre les États. Mais au-delà de l'absence de conflit, lorsqu'on questionne, n'est-ce pas, les individus, notamment la population gabonaise, il n'y a pas que l'absence de conflit qui est mise en évidence. Il y a une très célèbre phrase qui souvent est ressurgie lors des joutes électorales. On parle « on ne mange pas la paix ». On en parle souvent sur le Gabon. Et derrière cette belle phrase, il y a l'idée qu'on met la paix, il y a aussi les conditions sociales des individus, n'est-ce pas, qui sont demandées, qui sont recherchées par les individus, hormis la paix, qui est elle-même aussi une condition inhérente à la vie commune des individus. Voici un petit récit grosso modo, comment je peux résumer
ce concept de paix qui nous réunit cet après-midi. Alors, finalement, j'aimerais effectivement, parce que monsieur juste ici, monsieur Moulanga, d'accord, disait que hormis la paix, il y a un certain nombre de conditions sociales. Mais justement, j'aimerais rappeler que derrière ce terme, derrière ce concept de paix, parce que la paix en elle-même, elle est très vaste. D'accord. C'est comme tout de même, je venais de définir la culture de la paix. Ce sont des concepts très vastes. Parce que derrière la paix, derrière la culture de la paix, il se cache effectivement un certain nombre de domaines auxquels vous avez fait allusion. Le social, donc l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, voilà, les technologies. Donc, dire ici que... Parce que lorsque vous affirmez que derrière, hormis la paix, il y a le social, c'est comme si en réalité c'est comme si en réalité, d'accord, vous mettez une séparation entre ces deux concepts, alors qu'en réalité ces deux concepts sont liés. Parce que dans la paix, il y a le social. Le social, il est inclus. Parce que si un État est socialement instable, d'accord, on ne pourra pas dire que cet État vit une paix, je veux dire, active. Parce qu'on disait que, je disais tout à l'heure que la paix active, c'est un ensemble d'actions mises en place pour le bien-être. Je ne peux pas dissocier les deux concepts. Je le précise, pourquoi? Le concept de promotion de la paix est un concept qui est né après la Seconde Guerre mondiale, d'accord, bien pensé par les pays occidentaux, n'est-ce pas, notamment les États-Unis et la France, après la guerre, et qui vont, après les conséquences de la guerre mondiale, vont décider de mettre en place un ensemble d'instances pour promouvoir la paix, parmi lesquelles l'ONU, d'accord, qui est l'instance, en principe, qui fait la promotion de la paix dans le monde entier. Ça va devenir un concept, ça va devenir ensuite un mouvement planétaire. Et il y a même des écoles de pensée qui vont naître par la suite, des écoles de pensée comme l'école de gestion des conflits, par exemple, qui va naître. Donc, l'objectif poursuivi par ces différentes instances ou mouvements n'est pas tant la résolution des problèmes ou des problèmes sociaux des individus. Non, c'est d'abord la résolution des conflits armés. C'est ce qui est derrière la promotion de la paix. Pas d'abord la... Est-ce que c'est cela qui justifie qu'on attache le concept de la paix à l'absence de guerre? Bien sûr, parce que l'idée qui est derrière, la promotion de la paix va supposer éviter, surmonter ou maintenir la paix. Donc, éviter l'absence de conflit, d'accord, dans le monde. Et lorsqu'on parle de la promotion de la paix à 3 étapes. Il y a la prévention, il y a la gestion, et il y a la consolidation de la paix. Mais tout ça est toujours lié à quoi? À la présence de conflits. Donc, lorsqu'on parle de promotion de la paix dans les instances dites onusiennes, comme vous le dites, c'est toujours dans laquelle il fait partie. C'est toujours et d'abord lié au conflit, à la raison des conflits. Avant, bien sûr, de prendre en compte d'autres éléments. La preuve, la plupart des instances, des organisations telles que les vôtres, quand ils interviennent dans quel contexte? La plupart du temps, les compteurs de conflits, de guerre. Regardez la plupart des groupes humanitaires qui interviennent actuellement. Ce sont des compteurs de guerre. Pas avant la guerre, c'est toujours pendant les périodes de conflit qu'ils interviennent. Cela montre insuffisant, justement, et pour moi, j'essaie de démontrer que le but premier de rechercher par cette c'est d'intervenir en contexte de conflit. Premièrement. Écoutez, nous sommes là pour éclairer l'opinion. Déjà, premièrement, vous ne pouvez pas dire ici, je respecte votre point de vue. Alors, je respecte votre point de vue, partant du fait que c'est un effort intellectuel que vous avez fourni pour pouvoir dire ceci. Mais n'empêche que nous ne pouvons pas laisser passer ça comme ça. D'accord. Alors, lorsque vous dites que la paix serait née après... La promotion de la paix, pas la paix. Après la promotion de la paix. Voilà. D'accord. Comme concept, je le précise. Comme concept. Bien sûr. D'accord. Serait né après la Seconde Guerre mondiale. Mais non, mais vous avez souvenance d'une célèbre citation qu'on disait depuis la classe antique, on disait qui veut la paix prépare la guerre. D'accord. Vous n'avez jamais entendu ça? Bien sûr. Vous l'avez déjà entendu. Ouais, c'est pour dire que le concept de paix, le concept de promotion de la paix, d'accord, c'est un concept vraiment aussi vieux que le monde. Mais vous voyez? Mais écoutez, est-il attaché? Est-ce que ce concept, Monsieur Stéphane, nous sommes là pour éclairer les téléspectateurs. Vous avez la parole. Effectivement, j'arrive, d'accord. C'est maintenant, en fait, derrière, c'est la manière maintenant dont était pensée la paix qui diffère. Vous voyez que à l'époque, dans la Grèce antique, pour pouvoir vivre la paix, il fallait nécessairement
préparer la guerre, il fallait effectivement faire, on va dire quoi, faire la guerre pour pouvoir être en paix. Vous voyez, mais juste à présent maintenant, c'est tout autre. Un concept un peu plus évolué. Oui, le concept maintenant évolué. En fait, je voulais faire ressortir ici que le concept de paix est aussi vieux que le monde n'a pas évolué depuis la Seconde Guerre mondiale. Toujours lié à la guerre. Vous avez dit ceci, que à chaque fois que nous parlons de paix, on fait toujours référence à la gestion de un certain nombre de conflits. Et vous avez précisé le conflit armé. Mais non, mais écoutez, lorsqu'on parle de conflit, ne ramenez pas les conflits nécessairement aux armes. Armé, d'accord. Pas Non, conflit armé. écoutez, est-ce que vous savez qu'un État, d'accord, où règne la famine, c'est un conflit, vous le savez? Bien sûr, conflit social, pourtant, tout à fait. Conflit social, bien pourtant sûr. il n'y a pas d'armée. Donc vous ne pouvez pas affirmer ici. Non, attention. Non, écoutez, vous ne pouvez pas affirmer je dis et je précise. les instances je dis et je mises en précise. place, notamment les instances onusiennes, lorsqu'elles agissent à chaque fois pour pouvoir maintenir, sinon gérer, parce qu'on parle de gestion des conflits, vous ne pouvez pas ramener ces conflits aux conflits armés. Mais moi, je vous dis que je suis désolé. Lorsque, je vais prendre le cas du Soudan, le Soudan, qui avait été frappé par une grande famine, lorsque les instances internationales, notamment les instances onusiennes, lorsqu'elles ont agi, lorsque la communauté internationale a agi au niveau du Soudan pour apporter leur aide, notamment de l'aide alimentaire, c'est pas parce que il y avait... Il ne s'agissait pas de tout en rappelant que le Soudan écoutez, de famine. Tout en rappelant, chers messieurs, que le Soudan aussi a vécu un très long conflit armé, ça aussi il faut le rappeler. Et qu'après un conflit armé, il y a toujours cet état de famine qui pourrait frapper, ça pourrait être une suite logique. Alors moi je voudrais savoir, est-ce que c'est normal d'attacher au concept de la paix l'absence de conflit ou bien l'absence de guerre armée, pour être plus précis? Non, on ne peut pas attacher à la paix l'absence de conflit armé. Parce que je disais tantôt que la paix est un concept qui cache énormément de choses. Bien sûr, nous avons parlé de l'éducation, d'accord, nous avons parlé de la santé, l'accès aux soins et bien d'autres. D'accord. Donc vous voyez que là, on ne peut pas ramener cela simplement à l'absence de guerre et surtout on ne peut pas ramener cela au conflit armé. Parce que lorsque dans un État, d'accord, dans un État, lorsque la population n'est pas soignée, lorsque la population n'est pas éduquée, d'accord, il règne effectivement un conflit. Même si après ce conflit n'est pas armé, mais il règne un conflit. Et tout à l'heure on parlait de conflit social. Donc dire effectivement, sinon affirmer, sinon ramener rien que la paix à l'absence de guerre, moi je dirais que c'est bon. Et encore que, il faudrait qu'on fasse souvent une différence entre un État stable et un État en paix. C'est l'occasion peut-être de nous éclairer. Voilà, parce que effectivement, on pourrait un État stable, d'accord, un État stable renvoie effectivement à ce que je disais, à la paix passive, c'est-à-dire l'absence de conflit, l'absence de guerre. Donc ça, c'est un pays étant stable. Maintenant, un pays en paix, c'est un pays où effectivement règne la paix active, où il y a un ensemble d'actions qui sont mises en œuvre pour le bien-être de population. Et lorsqu'on parle de bien-être de population, on voit l'accès à l'éducation, on voit l'accès à la santé, on voit l'accès à un certain nombre de technologies, on voit le développement au niveau de l'entrepreneuriat. Vous voyez, donc là, donc par exemple, quel pays qui illustre bien tout ce que vous venez d'évoquer? Alors, le pays qui illustre bien cela au niveau du continent, pour rester sur le continent africain, bien sûr. Je vais prendre le cas de l'Éthiopie. D'accord, c'est un État où effectivement l'accès à l'éducation, sur nos soins n'est plus à démontrer. C'est un État qui aujourd'hui est cité parmi tant d'autres États dans le monde, qui est, pour dire même mieux, c'est un État qui est cité comme étant une référence. D'accord. En termes de réussite économique en Afrique, avec le Premier ministre Ali Mariam Desalegn. Alors, je vais aller vers vous, monsieur, juste pour vous demander, tout à l'heure, il disait qu'on ne peut pas attacher au concept de la paix l'absence de conflits armés, etc. Ce serait réduire, voilà. Mais vous êtes en train de dire qu'on regarde des actions menées par les instances onusiennes, c'est comme si on se leurrait, c'est ça? Je tiens à préciser ma pensée. Je disais tout à l'heure que en me référant au concept de promotion de la paix. C'est un concept que vous attribuez, les grands sans souvent comprendre d'où il vient, d'où il sort, dans quel cadre il est né.
le concept de promotion de la paix, il est dans un contexte conflictuel, de guerre. C'est à partir d'un ensemble de constats que les instances ont décidé de mettre en place un ensemble de mouvements pour promouvoir la paix. Parce que la guerre avait fait un ensemble de guerres, de morts, etc. C'est à partir de cet instant-là qu'on va mettre un mouvement. Et moi, je parle de ce mouvement-là. On parle de paix durable. Paix durable, si vous voulez. Et ce mouvement-là, n'est-ce pas? Si j'ai vu ça, cela. Ce mouvement-là, si vous voulez, ce mouvement... Vous êtes allergique au concept onusien ou non, même pas du tout. Je précise. Ce mouvement-là, oui, avait pour objectif principal, n'est-ce pas, de éviter ou de surmonter ou de maintenir la paix en contexte de conflit armé ou de violence organisée. Ce sont les deux concepts qui sont... Je vous invite à aller lire l'agence Sud de politique au développement qui clairement définit ces différents concepts-là. D'accord? Donc je n'invente rien quand je le dis. C'est une source très sûre. Mais quand voilà. Donc, je disais simplement que voilà, ces différents organismes-là poursuivent n'est-ce pas, l'objectif d'éviter la survenance des conflits armés ou des violences, n'est-ce pas, organisées au sein des États. Entre deux États, ou alors, comme c'est le cas majeur aujourd'hui, en des populations d'un même pays. C'est en cela que je précisais que c'est toujours en lien avec le concept de conflit, paix et conflit toujours. Je n'ai pas dit, je précise, je n'ai pas dit que c'est forcément en lien. J'ai dit que voici comment les instances onusiennes, n'est-ce pas, ou les grandes instances ont conçu le concept et comment justement sont orientées les activités. Et même, on définit justement cela, la paix comment? Comme un processus long, n'est-ce pas? Mais je voudrais savoir, monsieur... Le document auquel je fais référence, auquel vous faites référence, auquel vous me proposerez d'aller vérifier, mais je me rends compte que c'est un document qui est assez daté, qui est assez vieux, parce que effectivement, il est récent malheureusement. Vous savez, il est récent, il est sorti le mois dernier, malheureusement. Vous savez, dans l'acte, parce qu'effectivement, je me rends compte que Monsieur Moulanga renvoie la paix à l'absence de conflit armé, le concept de promotion de la paix. Le concept de promotion de la paix au conflit armé. C'est cela, non? Parce qu'il faut bien préciser. Écoutez, même lorsque les Nations Unies, dans son acte constitutif, lorsqu'ils disent que c'est dans l'esprit des hommes que naît, d'accord, les idées de guerre, d'accord, et c'est dans cet esprit, d'accord, effectivement, qu'il faut mettre, qu'il faut développer, je paraphrase parce que c'est pas cela exactement, d'accord, c'est dans cet esprit, d'accord, qu'il faut pouvoir mettre des valeurs de paix. Donc, j'aimerais attirer l'attention surtout aux guerres. D'accord. Écoutez, lorsqu'on parle de guerre, parce qu'à chaque fois vous êtes... Conflit armé, violence organisée. Lorsqu'on parle, écoutez, dans cette citation, lorsque les Nations Unies font référence aux guerres, ils ne font pas nécessairement référence au conflit armé. Interprétation personnelle. D'accord. Vous trouvez que c'est subjectif? Ouais, non, écoutez. Parce que... on en a que moi. C'est pas d'interprétation personnelle, ce n'est pas subjectif, d'accord? Mais parce que, écoutez, tout au long de cette émission, nous ne faisons que dire que derrière le concept de paix, il y a un certain nombre de domaines qui se cachent derrière. Écoutez, on ne va pas passer toute l'émission. Nous allons exactement, et c'est parce que nous devons évoluer que je suis tentée, messieurs, de vous poser cette question, si vous permettez. Je voudrais savoir, est-ce que si un pays est dans un état de guerre, est-ce que si, à cause de cette guerre, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à se vêtir, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un lien direct? Est-ce qu'on peut parler justement de cette paix dont je faisais allusion? Je me reprécise, si on est en guerre, on ne pourra plus manger. Donc finalement, la paix ne s'attache pas à l'absence de guerre ou à la résolution de ces conflits-là? Non. C'est contextuel. C'est purement contextuel, tout dépend du contexte dans lequel on se situe. À partir de l'instant où il y a un conflit armé, et voilà une violence organisée, les deux concepts que j'utilise ce soir, d'accord, et il y a un ensemble de difficultés, n'est-ce pas, à pouvoir soit se nourrir, se vêtir, etc. On pourrait parler de l'absence de paix, si vous voulez, paix sociale, si vous voulez emprunter votre idée, votre idée, voilà, paix sociale, mais c'est nécessairement lié à un contexte bien précis, un contexte de conflit. Et je dis ceci, que la plupart des interventions onusiennes, je précise les interventions onusiennes, la plupart, la majorité, des interventions onusiennes, lors de l'humanitaire, etc.,
sont toujours faits dans un contexte conflictuel. Je vous fais l'invite. La plupart des on ne peut pas intervenir s'il n'y a pas de conflit. Non, mais non, il y a rarement d'intervention. Il faut bien préciser il y a rarement d'intervention. On a rarement vu, n'est-ce pas, les instances onusiennes intervenir dans des pays avant les conflits. Rarement. Je crois que vous faites allusion à la MISCA, la MINUSCA, qui sont des structures. Merci beaucoup de préciser. Lorsqu'il a eu le conflit, merci de préciser conflit, d'accord. La crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire, lorsque les Nations Unies ont envoyé des médiateurs pour pouvoir calmer les personnalités politiques. D'accord, pour pouvoir s'asseoir et trouver un consensus. D'accord. Mais est-ce que là, réellement, il est vrai qu'après la Côte d'Ivoire a connu une crise armée, mais est-ce que là, réellement, on faisait face à une crise armée? Non, c'est une question, écoutez... Je parle de conseils bien précis. Conflit armé et violence organisée. Il y a un ensemble d'intérêts qui s'affrontent et l'on s'organise autour de cela, n'est-ce pas, pour faire un ensemble de revendications. Je vais vous démontrer ici qu'à chaque fois, sinon pas à chaque fois, sinon les fois souvent que les Nations Unies ont eu à intervenir dans les États, ce n'était pas seulement lorsqu'il y avait des conflits armés. D'accord. Pourquoi? Je le répète. De conflit quand même. Mais bien sûr, si vous dites conflit, nous sommes d'accord. C'est ce qui est reproché peut-être aux Nations Unies. Justement, si vous dites ce que moi je reproche. Non, écoutez, c'est parce que vous affirmez que vous possédez conflit armé. J'ai bien parlé de conflit armé et violence organisée. Et dans la majorité des cas, on a toujours eu à faire face à cela. C'est ce qu'il est en train de dire. On a souvent lié les interventions, le commencement de la paix à la présence des conflits armés ou alors des violences organisées. Oui, d'accord, écoutez, d'accord, très bien, là vous le dites très bien, d'accord, on a souvent, d'accord, eu à on a toujours eu tendance à vouloir lier le principe, sinon le concept de paix au conflit armé. Oui, mais effectivement, d'accord, il faut dire que cette approche maintenant ne doit plus être du jour, ne doit plus être d'actualité. D'accord, ne doit plus être d'actualité parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de conflit, derrière les conflits, il peut y avoir un conflit armé, il peut y avoir des conflits sociaux, il peut y avoir des conflits liés à la bonne gouvernance, il peut y avoir des conflits liés aux droits humains, d'accord, il peut y avoir des conflits liés même à la citoyenneté. Vous voyez un peu, donc il y a un ensemble de conflits. Il y a un ensemble de conflits. Donc moi, derrière ce que je dis, c'est que si on utilise simplement le terme conflit, je dirais oui, mais on ne peut pas ramener le conflit seulement à armée. Et là, je dis non. Vous voyez, je dis non. Alors, messieurs, nous allons marquer cette pause pour entamer la deuxième partie de l'émission qui sera consacrée à la préservation de la paix, qui est aujourd'hui utilisée comme un slogan politique, ça, selon certains observateurs. Nous nous retrouvons juste après cette pause. Alors, de retour pour la suite de votre émission de débat, c'est à 3 où nous parlons de la préservation de la paix. Et nous étions en train de dire là tout de suite que cette préservation de la paix, ce concept est devenu un slogan pour certains hommes politiques sur l'ensemble du continent africain. Monsieur Juste Mounanga Zengue, est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, tout dépend du contexte, toujours. Je vais me faire référence au contexte, c'est un peu ce que nous aimons faire en sociologie. Tout dépend du contexte et aussi des acteurs. D'accord, qui font la promotion de cette fameuse paix-là. Dans quel contexte est faite cette promotion? Électorale, d'accord, ou autre chose? Et qui sont les promoteurs? Des acteurs politiques. À partir de l'instant où nous sommes en contexte électoral et conflictuel par la suite, parce qu'après il y a des conflits entre les luttes de pouvoir, et que les acteurs de cette promotion de la paix sont des leaders politiques, on pourrait parler de slogan politique. Mais hormis le slogan, beaucoup plus de stratégie, d'apaisement ou alors d'incrimination. Parce que souvent, lorsque les tenants de cette fameuse paix, pour la paix dans un contexte de conflit politique, etc.,
souvent attribuent les violences actuelles, ou le moment même, aux adversaires. Donc, vont faire la promotion de la paix comme stratégie d'incrimination des personnes, des forces en présence ou des forces qui s'opposent à elles. C'est un peu cela que l'on peut parler justement de slogan politique ou alors de stratégie d'apaisement ou voilà. Alors vous qui êtes secrétaire permanent du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, est-ce que ce point de vue de certains observateurs qui estiment qu'aujourd'hui faire la préservation, quand on parle de préservation de la paix, ce n'est qu'un simple slogan juste utilisé par les plus forts pour dominer les plus faibles, est-ce que vous trouvez normal que de telles déclarations soient dites? Bon, après, ça reste subjectif, mais dans tous les cas, de mon point de vue et du point de vue de l'institution que je représente ce soir, il faut dire que nous ne partageons pas ce point de vue. D'accord? Ça va de soi. Ce point de vue de certains observateurs. D'accord? Comme étant la préservation de la paix, comme étant un slogan politique. Parce qu'il faut dire que ce qui est recherché derrière, d'accord, slogan ou pas slogan, ce qui est recherché derrière, c'est une véritable stabilité, un véritable bien-être et mieux-être des populations. D'accord? Donc, quel qu'on soit, c'est maintenant après, effectivement, après, on peut toutefois s'interroger maintenant sur les méthodes, d'accord, employées pour pouvoir maintenir cette paix, pour pouvoir préserver la paix, sinon pour pouvoir instaurer la paix. Maintenant, c'est là où va maintenant résider un ensemble de questionnements utilisés par certains acteurs politiques. Parce que là, certains acteurs politiques qui partagent beaucoup l'avis du célèbre penseur, que même moi ne me trompe, j'en ai oublié, mais ça me reviendra, qui disait tous les moyens sont bons pour parvenir et pour se maintenir au pouvoir. Machiavel. Machiavel, d'accord. Le prince Machiavel. D'accord. Il y a certains acteurs politiques qui utilisent cela. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains acteurs qui utilisent tous les moyens pour pouvoir... Donc, notamment cet argument, voilà, préserver la paix, donc, tous les moyens pour pouvoir préserver la paix. Donc, c'est maintenant là, à ce niveau, où nous devons maintenant nous interroger, d'accord, sur les différents moyens mis en place pour pouvoir préserver cette paix. Alors justement, on est tenté quand même de se demander, ok, préserver la paix, c'est important parce qu'il faut justement que les nations soient ou demeurent dans cette paix-là. Mais est-ce que si une population, en réalité, comme on le disait, d'un point de vue social, n'a pas accès à l'éducation, n'a pas accès à un logement décent, est-ce que venir parler de la préservation de la paix, c'est adéquat? Bon, dire que venir parler de la préservation de la paix, ce serait adéquat. Bon, je ne vais pas dire oui ou non. On disait tantôt au début de l'émission que la paix, on peut aussi définir la paix comme étant vivre, le fait de vivre en harmonie d'abord avec soi. Donc ça veut dire que nous sommes, je prends un exemple, nous sommes en période de rentrée scolaire et l'actualité, c'est quoi? C'est l'achat des fournitures scolaires, c'est l'achat des inscriptions, ainsi de suite, dans les établissements. Donc vous voyez que si cette personne-là, d'accord, cette personne qui a des problèmes financiers et qu'après vous venez lui parler de paix, il faut préserver la paix, ainsi de suite, vous voyez que la personne ne va pas vous suivre. Parce que la personne va vous dire que, écoutez, bon, moi je vais bien préserver la paix, mais sauf que j'ai les soucis financiers parce que moi j'ai mon enfant à qui je dois payer les fournitures scolaires. J'ai mon enfant que je dois pouvoir inscrire. J'ai ma maison à payer, ainsi de suite. Donc il y a un ensemble de problèmes, toute une liste de problèmes que la personne va pouvoir vous présenter. Maintenant, après, j'insiste sur le fait que c'est subjectif. Pourquoi? Parce que lorsque moi je viens vous voir pour vous demander de préserver la paix, d'accord, c'est dans un cadre général.
D'accord? C'est dans un cadre général, c'est-à-dire qu'effectivement, malgré le fait que vous ayez des problèmes avec, vous ayez des problèmes financiers, il ne faudrait pas que ces problèmes financiers, vos problèmes internes puissent se répertorier, donc se répercuter face à votre voisin. C'est-à-dire, on a toujours eu, même ça au sein de nos administrations, où des personnes, elles ont des problèmes dans leur foyer. Lorsqu'elles arrivent dans les administrations, c'est la secrétaire qui paye, ce sont les collaborateurs qui payent, ainsi de suite. Et c'est dans ce cadre, effectivement, qu'on parle de préservation de la paix. On reconnaît, d'accord, le fait que la personne individuelle, d'accord, pourrait ne pas être en paix ou en harmonie avec soi-même. Mais ce qu'on demande, lorsqu'on demande à cette dernière de pouvoir préserver la paix, c'est de faire en sorte que son état intérieur n'impacte pas sur on va dire ça comme ça, sur la société, sur l'environnement, sur ses voisins, sur ses collaborateurs, ainsi de suite. Alors finalement, je suis tentée de vous demander, monsieur Juste Munanga, en réalité, quel est l'intérêt d'organiser des marches pour la paix? On l'a vu au Gabon, on l'a vu sous d'autres cieux, hein, dans d'autres pays africains. Quel peut être cet intérêt? Pourquoi organiser une marche pour la paix? D'abord politique. Okay. Parce qu'il y a un contexte d'abord. Il y a une lutte de pouvoir qui est là. Parce que je pense que si nous faisons bien attention aux différentes marches qui sont organisées, elles naissent dans un contexte le plus souvent de lutte, de conflit politique dans la majeure partie des cas. Le conflit, il faut donc assainir le climat, donc il faut organiser des marches là. Après, je disais que ça s'inscrit toujours dans une stratégie d'incrimination. Bon, pas toujours, souvent dans une stratégie d'incrimination. Il y a un ensemble de violences organisées qui se font, il y a des cases parmi les cases ça et là, et donc les différents antagonistes vont mettre en place des stratégies pour comment dire ça, se faire passer pour ceux et celles qui sont là pour l'harmonie, pour la paix, etc. Et donc vont mettre en place des stratégies, parmi lesquelles ces fameuses marches-là, pour s'ériger en promoteur de la paix, mais aussi comme en stratégie d'incrimination des personnes en face. Voici pourquoi, à quoi servent dans la majeure partie des cas ces marches-là. Mais je répète, je précise que ces fameuses marches-là, pour la paix, d'accord, naissent toujours un contexte de conflit. Mais est-ce qu'elles sont mauvaises en réalité? Est-ce que c'est mauvais d'organiser une marche pour la paix? Parce que lorsque vous dites, vous avez dit tantôt dans votre argumentaire que c'est toujours politique. La marche qui s'est organisée en Afrique du Sud pour pouvoir lutter contre la xénophobie, est-ce que ça avait une connotation politique? Qu'est-ce que c'est une marche pour la paix? Il y avait une marche? Non, ma question est savoir, était-ce une marche pour la paix ou une marche contre la xénophobie? Précisons la pensée. Précisons peut-être que la xénophobie en question en Afrique du Sud a quand même généré la paix et la stabilité du pays. On pourrait traiter cette marche-là une marche de la paix. À nous, analyste, de faire le lien avec la consolidation de lien social. Mais premièrement, la motivation de cette marche n'était pas la préservation de la paix. Il s'agissait, comme disait Madame, quelles sont les motivations? N'a pas eu un impact sur le maintien de la paix. Merci d'employer le terme impact. Mais oui, conséquence logique de cette marche-là. Mais à la base, ce n'était pas l'objectif de la marche. Il s'agissait d'un ensemble de revendications. Il y a eu des constats, n'est-ce pas, des comportements xénophobes. Il fallait, n'est-ce pas, monter au créneau pour s'insurger contre cela. C'était ça la base. C'était pas la première. Mais lorsqu'on organise une marche pour la paix, c'est-à-dire qu'on essaie de dénoncer un certain nombre de choses. La fameuse consolidation. Donc en fait c'est important d'organiser une marche pour la paix. C'est très important d'organiser une marche de la paix. Parce que nous essayons, mais écoutez, mais le contexte ici c'est quoi? Le contexte c'est le fait que nous essayons de dénoncer un certain nombre de choses. Pourquoi nous organisons une marche de la paix? Nous organisons une marche de la paix parce qu'on se rend compte qu'il y a des inégalités sociales. Nous organisons une marche de la paix parce qu'on se rend compte qu'il y a une xénophobie et on veut préserver le bien vivre ensemble. On veut préserver le bien vivre ensemble et c'est cela même la phrase ensemble vous voyez. J'aime bien cette phrase. La paix en elle-même regroupe un certain nombre de choses. Donc, vous voyez, parce que, écoutez, la paix en elle-même, vous voyez, regroupe un certain nombre de choses. Oui, il faudrait le comprendre. Oui. Et lorsqu'on organise une marche de la paix, parce que la paix, c'est quoi?
Tout à l'heure, on disait que si je n'ai pas l'accès aux soins de santé, je ne suis pas en paix. Donc, lorsque moi j'organise une marche de la paix, c'est pour pouvoir revendiquer un certain nombre de choses, c'est pour pouvoir revendiquer l'accès, le droit je précise ceci. Aux soins de santé. Je précise. Il faut questionner les motivations, les intentions qui se cachent derrière ces fameuses marches-là. Je dis à la base, premièrement, qu'est-ce qui est poursuivi? Prenons la fameuse marche de Kaya en Afrique du Sud. Oui. Ce n'était pas la paix au sens strict du terme. Il s'agissait de monter au créneau contre un ensemble de comportements à déplorer. Qui peuvent nuire à la stabilité d'un pays, à la paix de ce pays. Vous ne pouvez pas tant à la paix du pays, pas la paix du pays, des relations entre les peuples, premièrement. Pas forcément, pas nécessairement à la paix d'un pays. Des relations entre les peuples, entre les peuples, notamment les autochtones, les Sud-Africains et les fameux frères. Monsieur Mounigra, vous ne suivez pas. Tout à l'heure, on disait que la culture de la paix, c'est un ensemble, écoutez, je disais, d'actions mises en place, d'accord, pour pouvoir favoriser l'intégration et la coopération entre les peuples et les nations. Donc, ça veut dire quoi? Quel qu'en soit ce que vous dites, que vous présupposez, qui serait caché derrière, bien sûr, c'est toujours une marche pour la paix. Non, mais c'est un objectif bien précis. C'est pas d'abord la paix. Elle n'est pas d'abord la paix. Mais la fameuse marche qu'il y a eu récemment dans notre pays, c'était pour quelle paix? Pour nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir là-dessus, messieurs. Gardez le fil de vos idées. Nous allons revenir. Gardez le fil de vos idées, messieurs. Nous nous retrouvons juste après cette pause pour parler de l'importance de la promotion de la paix face à la souffrance des peuples au regard des inégalités sociales. Je parle du pouvoir, d'achat, du logement, de l'emploi, le chômage, etc. Retrouvons-nous juste derrière cette pause. Nous sommes dans la troisième partie de votre émission C'est à 3 qui est actuellement un débat très houleux, vous avez pu le constater. Nous traiterons justement du fossé entre les inégalités sociales et la promotion de la paix dans cette troisième partie. Alors, nous voyons bien que de nombreux crimes sont commis dans XY pays. Je prendrai pour exemple, on a vu avec la Côte d'Ivoire, la crise post-électorale, 3000 morts. Entre 2010 et 2011, qui découlait quand même de ce conflit entre l'ancien président Laurent Gbagbo qui a refusé d'admettre sa défaite et la victoire justement d'Alassane Dramane Ouattara. C'est à dire finalement que justement ce fossé des inégalités sociales peut avoir des répercussions négatives sur la promotion de la paix. Effectivement, ce fossé entre ces inégalités sociales ce fossé donc a de grandes répercussions. Indiscutablement des grandes répercussions sur la promotion de la paix, parce qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. D'accord. Vous ne pouvez pas dire que vous souhaitiez promouvoir la paix dans votre État et puis après faire des victimes. Ouais, donc, effectivement, c'est triste de le dire, mais il faut le dire. D'accord, c'est triste de le dire, mais il faut le dire. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire où la UCA, nous avons vu au Burkina Faso. Ceci s'est passé au niveau du Burkina Faso, vous voyez, où le chef de l'État, monsieur Blaise Compaoré, juste avant qu'il ne soit éjecté du pouvoir, d'accord. Donc il y avait déjà un certain nombre d'inégalités, c'est-à-dire l'armée ne percevait pas, pendant un bon bout de temps, l'armée ne percevait pas de salaire. Nous avons eu des fonctionnaires qui ne percevaient pas de salaire, mais pourquoi cela, d'accord? Alors que dans le discours de ce chef d'État, c'était le Burkina Faso est un État de paix, le Burkina Faso est fait dans la promotion de la paix. Donc vous voyez, on ne peut pas dire ceci et puis derrière avoir mené un certain nombre d'actions illégales, sinon qui ne visent pas à mettre à l'aise ces populations. Doit-on passer par les armes pour rétablir la paix dans un pays? C'est parfois un mal nécessaire. Parce que les personnes estiment que souvent
le dialogue, qui est souvent la voie la plus appropriée pour régler un conflit, ne suffit pas. Dans la majeure partie des cas, parce que chacun campe sur ses positions. Donc souvent il est nécessaire de passer par les armes pour régler un conflit. Mais ce n'est pas la voie royale pour le régler. Il y a toujours le dialogue qui est là. Est-ce que vous pensez que le dialogue a encore des effets positifs? Vous savez, le dialogue, c'est un discours, c'est une discussion entre deux personnes qui s'accordent un ensemble de points. Il faut trouver une zone d'intérêt commun pour pouvoir finalement se trouver consensus. À partir de l'instant où les uns et les autres comme sur leur position, le dialogue n'a plus de lettres. Il faut trouver d'autres moyens, faire pression, et souvent on va faire intervenir d'autres forces pour pouvoir faire pression sur l'une ou l'autre des parties. Le dialogue devient caduque et souvent la force devient finalement la voie à suivre pour régler ces conflits-là. Parce que justement les uns et les autres tombent sur leur position. Voilà. Alors finalement, on continue à parler de ces inégalités sociales toujours sur le continent africain, des bidonvilles, cette absence de logement décent pour certains dans certains pays. On a aussi la cherté de la vie dont se plaignent de nombreuses populations sur le continent noir toujours. Et moi je suis toujours là en tant que celle-là qui se fait l'écho des attentes des populations pour demander est-ce que on peut venir parler justement, on peut donner, présenter un message de paix aux gens, l'importance de préserver cette paix-là, alors que ces personnes continuent à demeurer et ils ne voient pas l'amélioration justement de leurs conditions de vie. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un amalgame à ce niveau? Bien sûr. On voit pourquoi tout à l'heure je faisais allusion au pays stable, à la stabilité d'un pays. C'est-à-dire, un pays stable, c'est un pays qui fait référence à ce que nous appelons la paix passive. La paix passive, c'est quoi? C'est simplement l'absence de guerre et de violence. Vous voyez? Donc, c'est un pays qui est tout à fait stable. Maintenant, derrière, est-ce que ce pays stable serait un pays en paix? Non, nous ne pouvons pas le dire parce que il y a toutes ces inégalités sociales qui sont là. Nous avons, tout au long de l'émission, nous avons parlé de l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, aux santé. Et tout à l'heure, vous avez fait référence à la cherté de la vie, vous avez fait référence au bidonville. Donc vous voyez qu'à cause de tous ces éléments-là, d'accord, tous ces éléments qui impactent, d'accord, d'abord l'individu, donc la personne elle-même. Vous voyez, à cause de tout ça, donc on peut pas dire ici que cet État, ou bien un État qui connaît la cherté de la vie, qui connaît des bidonvilles, qui connaît un certain nombre de choses, ne peut pas être un État en paix. Plus qu'il faut, plus qu'il est important de remplir toutes ces conditions. L'objectif derrière, surtout dans un État, l'objectif derrière, d'accord, ou encore s'il faut pour mieux faire comprendre cela, on va prendre dans un foyer, d'accord, dans un foyer, on ne peut pas dire que dans un foyer il règne la paix si les enfants meurent de faim, si les enfants ne partent pas à l'école, vous voyez un peu. Mais ce qui règne dans le foyer, c'est qu'il y a une certaine stabilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de conflit entre guillemets, au sein du foyer. Donc, il n'y a pas de violence. Vous voyez, en réalité, c'est vrai que le foyer il est stable, mais le foyer n'est pas en paix parce qu'il y a les enfants qui meurent de faim. Il y a les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, les enfants qui n'ont pas accès aux soins, aux soins sanitaires. Donc, alors, donc à l'inverse, si on doit bien comprendre, nous, les téléspectateurs, c'est que si on a accès à toutes ces choses et qu'on soit privé de liberté d'expression, on sera en paix. Mais c'est tout cela, je pense. On regarde sa fameuse définition, il y a tout un ensemble. Non, c'est pas une fameuse définition, parce que c'est pas moi, c'est pas il y a, elle est subjective, la définition. Oui, il y a un ensemble d'indicateurs, d'accord, qu'il faut prendre en compte. Onusien, puisque c'est là, onusien, qui réunit pourrait qualifier un tel pays ou pas de paix, d'un pays en paix. Après, je dis tout dépend vraiment de ce qu'on met dans ces différents ces critères-là, comment on les définit, parce qu'à géographie variable, elles ne sont pas toujours inégaux pour les pays les uns et les autres, toujours, malheureusement, heureusement. Mais justement, ça dépend des indicateurs, ça dépend des indicateurs de chaque État. Ah ben non, désolé, écoutez, je suis désolé. Écoutez, si par exemple, si les Nations Unies disent ceci, c'est institutionnalisé ce critère-là. Écoutez, est un art, monsieur. Apprenez à écouter. Je vous écoute depuis longtemps. Si les Nations Unies disent ceci, que pour pouvoir vivre en paix, d'accord, il faut que toutes
toute la population en âge ait accès à l'éducation, ait accès aux technologies, d'accord? Mais écoutez, il est clair que lorsqu'on va arriver dans un état, lorsqu'on va arriver dans un état, d'accord, on va prendre les indicateurs propres, les indices propres à cet état pour pouvoir définir, pour pouvoir dire oui ou non si tous les jeunes en âge ont accès à l'éducation ou tous les jeunes en âge ont accès aux technologies. Mais c'est subjectif. Donc, mais oui. Purement parce que comme c'est même utopique à la limite. Allez-y, expliquez-vous. Oui, parce que il est quasiment inimaginable que dans un pays, tous les jeunes en âge ou griffes aient accès à la formation et accès. Il y a qu'à voir la montée en pourcentage de chômage dans tous les pays. Il serait quasiment impensable d'avoir un pays zéro chômeur. C'est impossible. Donc, de votre définition, en fait, il n'y aura jamais de pays en paix. C'est pour pouvoir permettre aux États de pouvoir développer des politiques, un ensemble de politiques et programmes pour pouvoir favoriser l'accès à tous ces jeunes en âge à l'éducation. Mais ces programmes-là, mais si ça ne marche pas, il faut revisiter. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que les propositions faites par l'ONU ne sont pas bien appliquées? C'est pour cela que ces États, on ne voit pas des retombées de ces propositions de l'ONU. Elles sont atypiques, elles ne sont pas contextualisées. Elles ne prennent pas en compte les réalités de chaque pays. Parce que tous les pays ne sont pas les mêmes. Les cultures ne sont pas les mêmes. On ne peut pas prendre et dicter des lois comme ça génériques et les imposer à tous les pays dans le continent. Ce n'est pas possible. Attends, tout dépend de l'objectif poursuivi pour un État, c'est quoi? C'est que sa population soit formée. C'est pour que sa population soit en bonne santé. Ah, c'est dans l'idéal. Ce serait l'idéal. Oui, ce serait l'idéal. Donc, d'accord. Donc, les Nations Unies, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que les Nations Unies font? D'accord, elles mettent en place un ensemble de canevas et maintenant chaque État, en fonction de ses réalités, doit pouvoir les appliquer. Vous avez entendu parler de l'ajustement structurel, non? L'ajustement structurel. Expliquez-vous. C'est le cas de FMI qui a mis en place un certain nombre de mesures pour permettre à des pays d'être développés, n'est-ce pas? Oui. Et ils mettaient l'accent sur le développement d'un ensemble de cultures, par exemple la culture du maïs, du riz, etc. Mais réduisait fortement le budget alloué par exemple à l'éducation et à la santé. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs beaucoup de pays africains qui se sont mis sous ce régime justement structurel là n'ont pas clairement vu croître leur niveau en matière d'éducation, de formation. Parce que justement, ce sont ces fameuses mesures de FMI là qui ont été appliquées par ces pays-là, qui mettaient plus l'accent sur le développement de ces cultures-là, mais moins sur l'éducation, qui aujourd'hui explique pourquoi l'Afrique est en retard. Mais tous les pays francophones se sont soumis à ces ajustements structurels-là, qui ont réduit de moitié le budget alloué à l'éducation et à la formation, pour mettre plus l'accent sur le développement des cultures même qui ne sont pas ni exploitées ni utilisées dans nos pays africains. Le cas de maïs et le cas de maïs et de mil qui sont plutôt exportés ailleurs. Je vous demande de vous renseigner. Voici justement. Bien sûr, parce que lorsque je vois le Gabon, je suis un peu surpris parce que il y a un certain nombre d'institutions sanitaires qui se développent. Nous avons vu le cas d'Abondje qui est opté. Regardez-moi cela. Vous le citez dans quel contexte là? Dans quel contexte? C'est pour dire. Je rappelle que c'est sur un dessin qui est gabonais. Parce que en même temps qu'il y a, s'il fallait même aller peut-être dans le sens où le Gabon aurait eu à appliquer cette fameuse mesure dite ici par M. Mounanga Zengue. Mais je suis surpris parce que en même temps, nous essayons de mettre en place le progrès et grain qui est un programme agricole, mais tout derrière, il y a un ensemble d'institutions sanitaires qui sont mises en place. Je suis désolé. Lorsque je vois ça, je suis assez étonné, sinon je suis au risque même de dire que vous devez vous excuser devant les téléspectateurs de pouvoir... Non, moi je ne m'excuserai pas. Je n'aimerais plutôt quand quelqu'un questionne les véritables fondements de ce fameux projet Grain. Je rappelle que le débat sur ce plateau n'est pas sur le programme Grain. Nous reviendrons prochainement sur le programme Grain. Un ensemble d'exemples qu'il faut justement questionner. Nous reviendrons sur le programme Grain, messieurs. Je serai heureux de peut-être à une émission où j'aurai à vous convier, messieurs, alors peut-être aller dans les
conclusions très rapidement. Je vais commencer par vous, monsieur Juste Mounanga Zengue. Face à la souffrance des peuples africains, y a-t-il un intérêt de faire la promotion ou un intérêt à faire la promotion de la paix? Il faudra beaucoup plus faire la promotion, pas tellement de la paix, mais d'une prise de conscientisation des Africains eux-mêmes à se prendre en charge. Parce que cette fameuse promotion de la paix-là, malheureusement, c'est très bien. Vous constatez qu'avec moi qu'elle n'est pas faite par nous-mêmes, les Africains. Elle est souvent faite par les instances qui ne sont pas forcément les nôtres, nécessairement, ou alors à les occasions variables. Beaucoup plus, au regard des inégalités sociales auxquelles nous sommes confrontés, les Africains devraient se prendre en charge, décider de voir dans quelle mesure nous-mêmes nous pouvons lutter contre cela, et non pas rentrer dans les débats de promotion de la paix qui, en fait, ont d'autres ambitions que les nôtres. Voici ma conclusion. Et vous, M. Stéphane Zengue? Vous savez, Mme Irina Bokova déclarait ici à Libreville en décembre 2014 que la paix a un visage. Et ce visage, c'est la jeunesse. Et à l'UNESCO Paris, en juin dernier, elle déclarait que c'est dans l'esprit des jeunes que naisse la violence, et c'est dans l'esprit des jeunes, d'accord, qu'il faut pouvoir mettre des valeurs de paix. Laissons entendre par là toute l'importance que les jeunes sont les véritables acteurs pour la promotion de la paix, pour le maintien de la paix dans notre environnement, dans notre pays et dans notre continent. D'accord, ça c'est un point. Le point derrière, c'est que j'insiste sur le fait que derrière la paix, il y a un certain nombre de choses, c'est-à-dire la bonne gouvernance. D'accord, c'est aussi l'occasion de pouvoir interpeller certains pouvoirs publics. Et d'ailleurs, le président Obama le disait, que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais par contre des institutions fortes. Et ces institutions parlent par quoi? Par un certain nombre le respect des textes. Vous voyez? Et vous voyez que souvent, c'est souvent dans ce cadre donc, de non-respect des textes qui engendre souvent un certain nombre de conflits. Donc c'est l'occasion aussi de rappeler à nos hommes politiques, à nos hommes de pouvoir, d'accord, il serait toujours mieux de pouvoir respecter l'ensemble des institutions qu'elles-mêmes, donc qu'eux-mêmes ont eu à mettre en place. Donc c'est dans ce respect que nous allons pouvoir aller de l'avant vers la promotion de la paix. Et dire également, très rapidement, merci, dire également qu'on ne peut pas parler de paix si la population suit la cherté de la vie, si la population n'est pas éduquée, si la population n'est pas soignée, si la population n'est pas formée. Donc il faudrait rassembler tout cet ensemble de critériums pour pouvoir parvenir à cette paix durable. Merci à vous. Alors c'est la fin de votre émission 7-3 axée sur le thème face à la souffrance des peuples africains. Y a-t-il un intérêt à faire la promotion de la paix? Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook /7-3 en chiffres. Il y avait à ma gauche M. Stéphane Zengue, secrétaire permanent du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et à ma droite, M. Juste Kelvin Mounanga Zengue, un doctorant en sociologie du travail. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Alors, c'était votre plateforme du débat contradictoire, voilà, 7-3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.